Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Donc c'est Youssef Sif qui est parmi nous ce soir. Je dis ce soir parce que il est 18h30 au moment où on enregistre. Et en fait on va évoquer avec lui plusieurs choses. Youssef, tu es venu pour apporter quelques précisions et puis qui nous paraissent importantes et qui te semblent importantes par rapport à des choses que tu as pu entendre dans nos différentes émissions. Bon, il faut savoir aussi que on se connaît depuis un petit moment et que vous avez toujours été près de nos équipes, d'accord, dans le suivi, dans les différentes montées, dans les différents titres obtenus dans la formation. Un peu moins dans la main. Hein. Ouais, mais on a beaucoup moins de temps. C'est vrai qu'on ne vient plus aux entraînements, par exemple. Oui, mais bon, plus le temps. on a toujours eu quand même un échange constructif et toujours dans l'intérêt du club. C'est pour ça que c'est avec grand plaisir que je viens ce soir. Et pour essayer un petit peu de faire un point sur la situation du club et bien sûr et aborder aussi le projet que nous sommes en train de développer depuis quelques années et vraiment sur l'aspect sportif et technique. Voilà. Ouais, je reviens dans un premier point sur un petit peu ce poste-là qu'on m'a confié depuis quelques temps. Donc aujourd'hui, concrètement, j'ai la coordination technique de l'ensemble de l'association. L'association, ça représente tout le football des jeunes, d'accord, avec différents pôles. Donc nous avons la partie, on va dire, foot à 11 masculin, donc le pôle d'école de foot qui va de U6 donc, jusqu'à U13. L'académie. Voilà, donc l'académie qui va donc on va dire, concrètement, U6, U13 c'est l'appellation au départ, mais nous on l'a modifié par rapport un peu à notre structure et par rapport au nombre d'équipes. Donc si vous voulez, on s'est plus concentré sur les U6, U11 en école de foot. D'accord. Football découverte, football d'initiation. Et puis nous avons fait donc, un pôle pré-formation. Et là, pré-formation, c'est U12 à U14. D'accord. Et là, on est vraiment dans la pré-féo, dans la relation joueur-ballon, vraiment dans l'apprentissage. Et puis le pôle académie, donc de U15 à U17. D'accord. Et là, on est dans la compétition où l'objectif est bien évidemment de remporter les championnats dans lesquels on évolue pour atteindre le plus haut niveau départemental, régional, puis national. D'accord. Et on a le pôle, on va dire, espoir, ce pôle-là. Donc on a une catégorie qui est entre les deux, c'est la 19. Alors est-ce que 18-19, est-ce qu'on est dans l'académie, est-ce qu'on est dans le pôle espoir? C'est un peu des deux. Il y a des joueurs qui sont encore en pleine formation, d'accord, et il y en a d'autres qui sont un peu plus matures et qu'on peut considérer qui sont dans le pôle espoir et qui sont proches de l'équipe de l'équipe 1. Et là, nous avons ce pôle espoir. Et ça représente le football des jeunes. Et le pôle espoir va jusqu'à la réserve. D'accord. Non, je voulais juste te couper parce que je me demandais si ce pôle espoir, justement, dans la logique des choses, ne devrait-il pas être le pôle qui prépare les meilleurs jeunes de ces catégories-là à évoluer en senior, que ce soit avec la réserve ou, encore mieux, avec l'équipe 1. Complètement. Le pôle espoir, normalement, c'est ce qui se passe même, il est là pour faire la transition entre le football des jeunes et les seniors, équipe 1. C'est une forme de passerelle. Voilà, donc on a aujourd'hui 7 équipes. On a les U18 départementaux, les U18 régionaux, les U19 nationaux, les seniors des deux. Il y a la refonte, là maintenant, moi je comprends un peu moins cette année par rapport aux autres années. Là, il y a une refonte par génération. Les R18, tout ça, bon, enfin... Voilà, donc on a aussi les U20 donc, qui sont créés cette année, donc les U20 régionaux et les U20 départementaux. Donc 7 équipes. Et donc cette équipe-là, donc il y a des niveaux régionaux, comme je te dis, des niveaux nationaux, et on a aussi un niveau district. Et donc à travers ce pôle-là, on essaye de faire un petit peu la transition. Voilà, donc avec des résultats pour certains, moins que d'autres. Comme je vous le disais, donc à cet âge-là, il y en a qui sont plus matures que d'autres, il y en a qui sont plus prêts. Et donc certains le font sur une saison, certains le font sur 2 ans, d'autres sur 3 ans. Voilà, mais l'idée c'est de pouvoir les amener vers ce football senior avec l'exigence que ça comprend. D'accord. Toi qui as été joueur du Sporting, est-ce que tu notes des différences entre ce qu'était ta génération avec des gens du même âge qui évoluent aujourd'hui au Sporting, que ce soit au niveau des mentalités, des attitudes, des choses comme ça? Ouais, pour moi, il n'y a pas une grande différence. L'exigence est la même. Voilà. Après, dans le travail, aujourd'hui,
il y a des méthodologies différentes, on implique plus le joueur dans le jeu, c'est-à-dire qu'on laisse le joueur s'exprimer, je pense, un peu plus librement. À mon époque, on avait pas mal de schémas qu'il fallait vraiment respecter et les joueurs étaient un peu conditionnés. Donc je trouve que nous, notre méthode aujourd'hui, elle laisse plus la liberté au joueur de s'exprimer ses qualités naturelles. Voilà, ça, c'est la petite différence qu'il y a. D'accord. Quand tu parles de schéma, c'est les schémas tactiques, mais enfin si je travestis pas certains propos de Fawzi que tu as regardé, lui disait que, je sais plus si c'était en off d'ailleurs ou si c'était pendant l'émission, il nous disait qu'il pouvait y avoir des joueurs qui se retrouvaient en équipe senior et qui en fait manquaient de certains fondamentaux au niveau de certaines qualités de passe par exemple, de vision de jeu, d'intelligence de jeu. Donc qu'est-ce que... Bon, ça c'est lié à leur parcours. Ils ont tous des parcours différents. Donc aujourd'hui, si tu veux, sur notre formation à nous, chez les plus jeunes, on a essentiellement des Toulonnais. Donc ce sont des gens de chez nous. Donc, quand tu as un joueur qui arrive en senior en équipe première, je prends un exemple aujourd'hui, l'exemple de Anouar, qui a fait quand même une grande partie de sa formation chez nous. Donc on peut dire que ce joueur-là, il a les bases où il les a pas par rapport à notre formation. Mais quand tu récupères par le biais des 19 nationaux des joueurs qui ont été formés dans des clubs semi-pro ou dans des clubs pro, donc les manques sont là. Donc c'est un âge où il est très difficile de rattraper les manques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essentiellement travailler sur les qualités, d'accord ? Et intégrer ces joueurs-là dans des schémas qui leur conviennent. Mais en tout cas, nous, notre philosophie, c'est de pouvoir en tout cas laisser le joueur exprimer ses qualités premières. D'accord. Je rebondis par rapport à ça parce que moi je pense par exemple à Grisetti qu'on a vu avec Manu évoluer sous tes ordres en U19 et qui était quand même un joueur clé de tes dispositifs qui a eu sa chance cette année avec l'équipe 1 et qui finalement a malheureusement très vite disparu alors que moi je dis moi mais en fait c'est nous sommes convaincus que c'est quelqu'un qui a de grandes qualités. Est-ce que le fait qu'il ne puisse évoluer, enfin, ou en tout cas qu'il ne soit plus retenu avec l'équipe 1, tu penses que c'est, et je dis pas ça pour te mettre en porte-à-faux, est-ce que tu penses que c'est par rapport à sa formation, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est quelqu'un qui a été formé à Cannes entre autres. Oui, c'est bien ça. Ou est-ce que c'est parce que ça peut être lié à un caractère ou un manque de maturité, tu vois? Non, moi je considère que toutes les expériences sont bonnes. Donc lui dans une forme d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il est venu chez nous, il vient sur une détection, le joueur est physiquement très court, mais m'a été conseillé par... Jérôme ? Non, il m'a été conseillé par l'entraîneur de hier, qui était un ancien Canois, j'oublie son nom, entraîneur national de hier. Oui, le coach de... Lilian Campan. Merci. Donc Lilian Campan qui m'appelle et en tout cas qui me donne des informations me disant que c'était un joueur très talentueux et qui devait signer à Saint-Etienne, mais faute de blessures à répétition, donc il n'a pas pu signer à Saint-Etienne. Donc le petit, on le prend en fait, si vous voulez, suite à des conseils. Donc voilà, les conseillers donc on le prend, et dans la préparation, on se rend compte que finalement, il a des qualités de finition, mais que physiquement, il faut travailler. Donc progressivement, il s'est installé dans cette équipe-là, parce qu'il a beaucoup travaillé, et il a cette qualité-là, devant le but, très adroit, rejoint un petit peu Guy Lavogui dans ce profil, et aussi la capacité à éliminer sur du 1 contre 1, est très intéressant, mais il lui manquait donc ce jeu de haut but, où il n'y avait pas l'habitude, parce qu'il était plus sur le couloir, et moi je voulais un peu le mettre dans l'axe, pour vraiment tirer le maximum de cette qualité de finition, mais il fallait le faire travailler dans le jeu de but. Si tu veux, notre méthode, c'est celle-là. Quels sont tes points forts ? Le point fort, c'est la finition, d'accord ? Mais pour qu'on puisse tirer le meilleur de toi, il faut que tu sois devant la cage. Mais quand tu es devant la cage, par moment, il va falloir être un point d'appui. Et si tu n'es pas bon en point d'appui, ça va être difficile pour nous, si tu veux, d'amener le ballon vers toi. Donc, voilà, le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse finir, mais en même temps le faire travailler l'autre aspect, en tout cas de ce poste-là, pour qu'il puisse sur ses points par la suite récupérer ce ballon. Je disais, quand tu es dos au but, si tu arrives à un moment donné à protéger ton ballon et le ressortir, tu vas le récupérer devant, parce que le schéma, ça va être ressort,
comme on dit, appui, soutien, espace, et on retrouve dans le but. D'accord. Donc il a travaillé, il a progressé. Mais aujourd'hui, donc Aujourd'hui, c'est un joueur qui était parti pour être en groupe national pour travailler. Pour moi, comme je disais quand j'avais les R1, ce type de joueurs-là, pour moi, ça doit être des joueurs de R1 qui ont la possibilité, sur une saison, d'avoir du temps de jeu de temps en temps, mais surtout avoir la possibilité de s'entraîner en national. Donc voilà. Donc c'était sur. Donc s'il part dans l'idée de se dire voilà, moi j'ai une opportunité à Toulon de jouer en R1 et de m'entraîner en national, d'accord, et par moment on va m'utiliser, il va être positif toute l'année. Mais s'il se dit moi je vais jouer en national tout le temps et de temps en temps je vais renforcer la réserve, il va être en difficulté. Voilà. Donc peut-être aussi la situation de l'équipe, le classement fait que par rapport à son poste aussi, il n'a pas suffisamment joué à son goût, mais ça reste une saison où il va apprendre. Et il découvre le haut niveau, comme j'ai dit à l'heure, le national pour moi c'est le monde pro, donc il découvre des joueurs de qualité à l'entraînement, l'exigence aussi, l'intensité de ce niveau-là, des situations de match, il rentre en cours de jeu, ou des titularisations où ça n'a pas marché comme il voulait, donc, et là il va travailler son mental. Moi je pense que c'est un petit qui est comme il est très travailleur, tout ce qu'il est en train de dire maintenant, ça va être du positif par la suite. Ouais. Ça sera tout bénéfique pour lui, même si aujourd'hui ça paraît difficile. Voilà. Mais là, à terme, ça sera positif. D'accord. Là, puisqu'on évoque la une à travers le cas Grisetti, on va dire, quelle est la relation de ton pool de joueurs, des jeunes, voilà, avec l'équipe 1 et toi ta relation avec le si vous voulez, staff moi depuis quelques temps, depuis que j'ai le pôle, donc ça fait à peu près 3 ans, j'ai le pôle espoir, c'est-à-dire ce pôle qui fait le lien, je suis à la disposition de l'entraîneur de l'équipe 1 pour combler les manques. Voilà. Dans l'intersaison, il y a des postes des secteurs où on fait appel à des jeunes et on me demande quel est le jeune qui est le plus proche du groupe national, et donc je fais des propositions par rapport aux performances qu'ils ont eues chez les jeunes. Qui se suivent, qui n'ont pas de... c'est-à-dire qui sont suivis. Tes recommandations. Sans suivi des faits. Oui, ta recommandation. Là, sans vouloir polémiquer, mais cette année, moi personnellement, je crois savoir, peut-être toi aussi, mais enfin, je parle pour moi, moi j'étais très déçu du manque d'implication de jeunes. Des jeunes. Je sais que tu es quelqu'un, même si tu n'es pas aujourd'hui un entraîneur, je sais que tu es quelqu'un qui est porté sur la formation et quelqu'un qui a envie de voir les Toulonnais. Alors pas à n'importe quel prix, mais il y avait moyen. Oui, quelqu'un tu veux voir de la formation chez nous, et je dirais moi en tant que formateur, je ne peux pas aller en contre ce que tu souhaites. On a eu une discussion sur l'intersaison. Dans l'intersaison, tu sais, avant le début du championnat national, où tu m'avais dit on est monté en national, mais j'aurais aimé quand même plus de joueurs. Et moi, je t'avais répondu à ce moment-là, Manu, il y a 26 joueurs qui ont participé à la montée, 13 issus de la formation. Il est vrai, pour certains, avec un temps très réduit, d'accord, mais avec 2 acteurs majeurs quand même, que sont Morgane Guilavogui et que sont Flo Andréani. Voilà. Et après, donc bien sûr, tu as eu les Kenny Michel, tu as eu les Reda Belkacem, tu as eu les Enzo Polano, tu as eu les Marc Magadino, tu as eu tant d'autres. Bastien Souris, Bastien Max voilà, tu as eu aussi d'autres joueurs, mais au total, ils étaient 13. Mais bien évidemment qu'au niveau temps de jeu, tu aurais aimé, comme tant d'autres, aussi plus. Mais je pense qu'il faut aussi savoir qu'on est à Toulon, vous êtes très bien placé pour le savoir. Vos rencontres, c'est pas un petit stade, ce ne sont pas des petits supporters, donc il y a une certaine pression, une certaine exigence, et que je pense qu'il faut y arriver progressivement dans cette équipe et surtout ne pas se brûler en allant trop vite et perdre cette chance de jouer à Toulon en équipe. Voilà. Je pense que globalement on est dans les temps. Parce que depuis que je suis au club, chaque année, il y a des jeunes qui jouent en équipe 1. Je me rappelle les générations au départ, quand je suis arrivé, moi c'était les générations 95, Jordan Gomis, Clément Fourré, Elias Aziz, qui était en équipe première, je me rappelle. Après, tu as eu les générations 96 qui étaient dans le groupe à un moment, Enzo Brando, il y avait Nassim à gauche, Mathieu Roquetti, 96 aussi, 97.
Après la génération 97, Mathieu Ketty, Wael Nouri qui était venu aussi dans le groupe quelques fois. Et puis Touil, c'est le grand frère, mais c'était avant, c'était bien avant. Ouais, c'était bien avant. Mais depuis que je suis, donc après tu as la génération 98, donc la génération Guy Lavogui. Magadino aussi. Voilà, donc 97 Magadino. Voilà, donc chaque génération, il y a eu ces 2, 3, 4 joueurs qui ont touché l'équipe 1. Bien évidemment, l'exigence fait que soit tu continues dans le projet, soit au pire des cas, tu vas jouer à un niveau quand même intéressant dans des clubs où l'exigence est moindre. Je pense qu'on peut encore mieux faire, mais c'est une question de temps. Après, pardon, il y en a d'autres qui arrêtent. Moi, je pense à Mathieu Ronchetti, par exemple, qui, cette année, ne joue plus au foot. Et moi, ça m'emmerde parce que c'est un joueur qui a des qualités. Et je trouve dommage que, par rapport au traitement, nous, on peut se permettre de le dire, puisqu'on est des supporters avant tout. Mais voilà, je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas forcément été traité correctement et un joueur comme lui en tout cas ça l'a tellement dégoûté qu'aujourd'hui il ne joue plus au foot, il se consacre à ses études, ce qui est très bien, mais je trouve dommage parce qu'un joueur qui a du potentiel qui peut-être aujourd'hui pourrait évoluer dans un club de N2, de N3 oui, bien sûr, alors que là voilà, il a été dégoûté, il a stoppé oui, lui c'était le joueur type du club, c'est-à-dire qu'il était là depuis le début. Je crois qu'il a fait qu'un seul club ce petit, si je ne me trompe pas, et il a franchi toutes les étapes jusqu'à l'équipe première, et à un moment donné pour s'imposer en équipe première à Toulon en tout cas, à ce niveau-là, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de caractère. Oui, non, mais ça, bien sûr. Moi j'en avais fait quand même un cadre de l'équipe de l'équipe réserve. J'avais même donné le brassard, donc pour qu'il s'exprime autrement, pour qu'il ait une influence, le responsabiliser, qu'il ait une influence sur le groupe. Alors si quelqu'un, si tu le questionnes pas, il ne te parle pas. Oui, c'est quelqu'un il est capable de rester dans le vestiaire avec toi pendant 3 quarts d'heure sans te parler. Donc c'était, je pense, son point faible, et c'est là où je pense qu'il aurait dû progresser pour pouvoir s'imposer dans un club comme Toulon. Mais par contre, je me souviens qu'effectivement, c'est sur une deuxième partie de championnat que tu lui confies le brassard. Et je crois que c'est quand Martin arrête, que tu lui donnes le brassard. Et moi, je me souviens, parce que je venais voir la réserve, que j'avais quand même noté une progression en termes d'affirmation. Oui, tout à fait. Donc, il avait d'ailleurs, même cette période-là, il avait contribué à pas mal d'actions offensives, lui qui était latéral. Il avait donné plusieurs balles de but. Et il s'imposait même dans le vestiaire, par moments, sur les prises de parole. Donc ça l'avait aidé, en tout cas. Mais après, je pense que nous, on a le temps, dans la formation, d'amener ces joueurs, les accompagner, pour, si tu veux, quelque part, optimiser leur qualité. Mais quand tu es en équipe première à Toulon, tu n'as pas le temps. Oui, ça, à un moment donné, il faut... Et surtout, vous êtes bien placé pour le savoir. En tant que supporter, vous savez, vous mettez quand même un certain niveau d'exigence que je reconnais légitime. On est Toulon, on se doit d'être ambitieux. Donc, mais ce niveau d'exigence-là ne permet pas, à un moment donné, de mettre plus de 3-4 joueurs de la formation dans un groupe, quoi. C'est compliqué. Non, mais après, il y a des trucs faciles à faire. Incorporer 2-3 jeunes dans un stage d'avant-saison, comme au Chaman, et puis ça fait plaisir, c'est un appel, c'est une récompense, pour d'autres. Mais je pense que ça a été fait quand même. Pas cette année. Pas cette saison, pas pour cette saison. La saison d'avant, oui. Mais et là, donc, sans dire il faut intégrer tout ça, là, on est vraiment sur des trucs faciles à faire et qui n'ont pas été faits. C'est ça que je regarde. Quand il y a des trucs faciles à faire qu'on ne fait pas, ça me rend fou. Quand c'est un peu plus compliqué, on peut toujours en discuter, mais quand... Après, il faut regarder le côté, comme je disais tout à l'heure, là on parle du volet formation, on parle du côté sportif du groupe. Après, je pense qu'il y a aussi l'exigence du niveau national, et peut-être qu'il y a aussi un effectif ou un groupe à créer qui va travailler toute l'année ensemble. Il y a aussi le côté économique, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Aussi, un stage, ça a un coût. Donc, il y a des paramètres que nous, en tant que formateurs, techniciens, qu'on ne maîtrise pas. C'est là où le club doit avoir une certaine cohérence.
je sais que Claude a toujours dit qu'il voulait s'appuyer sur la formation. Si tu veux t'appuyer sur la formation et que tu donnes pas les signaux au moment voulu, à quoi bon quoi. Oui, je pense pas, parce que je pense pas que ça n'a pas... je pense pas que que le club ne voulait pas le faire. C'est que c'était une question de timing aussi, parce que je t'explique. Quand Fabien reprend le groupe en national, il fait une petite réunion et il m'explique que peut-être il allait travailler avec un groupe élargi de manière à concerner un certain nombre de jeunes, en tout cas les meilleurs jeunes du club. Et ça, j'ai trouvé cette stratégie-là très intelligente. Ça nous permettait à nous de proposer aux jeunes du club de s'entraîner 2 fois par semaine avec le groupe premier. Donc ça fait que tous nos jeunes sont restés. Les meilleurs jeunes des 19, de la réserve sont restés. Et Fabien avait élaboré un programme d'entraînement. Et le lundi et mercredi matin, il avait la possibilité d'observer les meilleurs jeunes du club. Donc il y en a qui ne sont pas d'accord, ils disent quand on a 40 jours à l'entraînement, c'est compliqué de travailler. Ben, moi je suis un peu l'antithèse parce que je travaille avec 40 joueurs du lundi au mercredi. À partir du jeudi soir, je passe à 22. Et le samedi, je garde mon groupe de 16 qui joue en championnat. Et je fais ça depuis 6 ans. Donc, et on a quand même eu des résultats en 19 ans, puisqu'on a eu 13 titres dans la catégorie en 6 ans. Donc je pense que c'est pas le nombre qui cause problème, c'est la manière dont tu travailles. C'est le management, c'est la gestion de... C'est la gestion. Donc quand tu as 40 joueurs et que tu travailles en atelier, donc tu as la possibilité d'optimiser donc, ta séance, tu as la possibilité de faire travailler tout le monde, tu as la possibilité d'observer, d'analyser, et c'est quelque chose d'important, que tu aies un œil sur les jeunes du club. Et cette stratégie-là, je la partageais complètement avec Fabien, et donc c'est pour ça qu'on a constitué un groupe élargi pour le lundi et mercredi matin. Et ces joueurs-là revenaient l'après-midi, le soir avec la R1, donc le mardi soir, le jeudi soir et le vendredi, et on était dans notre projet post-formation, mais vraiment, pour moi, de la meilleure des manières. Et ça n'a pas tenu, parce que il y a eu quelques changements aussi, mais dans l'idée de départ, que ce soit Fabien ou le président, tout le monde était d'accord pour proposer ce fonctionnement. Moi qui me convenais complètement. Voilà, moi je pense que globalement, tous les responsables du club sont d'accord pour favoriser donc, l'intégration de nos jeunes dans l'équipe 1, mais de manière progressive, d'accord. Et je pense que dans le temps, on aura de plus en plus de jeunes, parce qu'on aura préparé déjà des jeunes encore d'une meilleure manière. On aura des jeunes avec les championnats nationaux que nous avons dessous, encore plus compétitifs. Et donc je pense qu'à terme, chaque année, on aura de plus en plus de jeunes en équipe 1, et j'en suis convaincu. Dans un club qui est structuré différemment, qui est amené à être pro ou pro, est-ce que l'entraîneur des 19 nationaux doit être le responsable de tout? Alors qu'il ait un rôle important, mais est-ce qu'il aurait... Ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de quelqu'un à tes côtés pour un peu chapeauter, pour un peu... Aujourd'hui, là, j'expliquais mon évolution, mais par exemple, je prends un exemple type, le directeur de la formation de l'OGC Nice, Manu Pires, il est entraîneur de la réserve, de la National 3. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que ce sont des doubles fonctions qui existent dans tous les clubs. D'accord. Parce que... Mais malgré tout... Mais moi, je suis pour cette philosophie. C'est pour ça que, si tu veux, quelque part... Claude Joy et moi, on s'entend bien sur cet aspect-là, parce que je pars du principe que si tu dois dire aux gens ce qu'ils ont à faire, tu dois montrer le chemin. Donc moi, être responsable technique sans avoir d'équipe, dire aux gens ce qu'ils ont à faire sans leur montrer que moi je suis capable de le faire aussi bien qu'eux, c'est trop facile. Parce que si ça marche, c'est grâce à moi. Si ça marche pas, c'est à cause de vous. Mais là aujourd'hui, tu as la tête, c'est des 19 nationaux, le championnat peut-être le plus difficile du football des jeunes sur le territoire français, parce que les 4 poules, la plus difficile c'est la nôtre. Et que tu dois chaque année te maintenir et reconstruire une équipe chaque année. Donc si tu le fais, tu as du crédit au niveau des entraîneurs. Quand tu vas dire à un entraîneur, voilà, je pense que ta méthode, il faudrait la faire évoluer par rapport à ton public, etc. L'entraîneur, il va être à l'écoute. Il va dire, mais le gars là, qui est en face de moi, il est en train de m'orienter au niveau méthodologie. Mais tous les ans, il a les 19 nationaux, il doit se battre contre des clubs pro pour se maintenir, et il le fait. Oui, ça apporte du crédit. Ça apporte du crédit. Et j'ai toujours été dans cette philosophie-là, montrer le chemin aux autres si tu veux leur demandes quelque chose. Mais après, pour en revenir aux responsabilités,
si tu veux. Donc après, je prends le pôle espoir. Donc pôle espoir était 3 équipes au départ, parce qu'il y avait une PHA, une 19-1, une 19-2. La fusion a amené plus de licenciés, plus d'équipes et plus de compétences. Donc au final, on a eu une équipe de plus, mais avec le temps, on est passé à 7 équipes. Et le pôle espoir aujourd'hui comporte 7 équipes. L'équipe réserve, elle se maintient depuis des années. C'est niveau R1. Un peu difficilement. Ouais, mais elle se maintient. Difficilement, pourquoi ? On est la seule, avec Marignane, en PACA, à avoir une réserve en régional, d'accord ? Mais dans le Var, ça n'existe pas. Toutes les équipes, elles sont descendues, soit Fréjus, soit hier, etc., ou des équipes 1. Donc je connais des équipes 1 varoises, et la seule équipe, c'est Marignane, et elle est en grande difficulté. Et peut-être que sur la région PACA, on va peut-être... Elle aurait pu monter l'année dernière. Oui, mais après, voilà, comme tu vois, d'une année sur une autre, donc... c'est pas évident, et nous, on y est encore. Donc on a trouvé une certaine stabilité dans ce pôle-là, avec vraiment 2 objectifs majeurs, que sont le maintien de la R1 et le maintien des 19 nationaux, d'accord, qui nous permettent de recruter des joueurs de qualité, d'accord, pour, à un moment, quand il y a besoin, de compléter l'effectif national. Donc on est dans le recrutement de la post-formation, mais on sait que on réajuste, mais que quand même l'ossature vient de la formation, du club, parce que tu peux pas avoir plus de 6 mutés par équipe. Donc 6 mutés, il se fait vite le tour. Il te faut un groupe de 25 à 30 joueurs. Donc si tu n'as pas 10-15 joueurs issus de ta formation, tu t'en sors pas. Voilà. Et pour revenir donc à ces responsabilités qui me sont données, c'est un management, comme je disais, au mérite. Donc Youssef, sur un objectif, tu l'atteins. Je pense que tu peux faire... Tu veux faire plus, je pense que tu peux faire plus. Sur notre objectif, tu l'atteins. Donc c'est au mérite. Donc après le pôle, donc j'ai eu la responsabilité de la formation, c'est-à-dire de l'école de foot jusqu'à la réserve. Donc là, dans la coordination technique, d'accord, et donc la mise en place d'éducateurs, dans la mise en place de pôles, dans la mise en place de responsables de catégorie. Alors si tu veux, concrètement, quand tu dis responsabilité de la formation, quelles sont les missions ? La première, déjà, on est dans le recrutement d'éducateurs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'éducateurs ou plusieurs types d'encadrants. Quand on a une équipe, on a souvent des dirigeants. Donc, le dirigeant, c'est quelqu'un qui est serviable, qui a l'écoute, disponible, d'accord, et je dirais qui a cet amour pour le club-là, sinon il ne peut pas le faire. On a quelqu'un qui peut être un adjoint, ou je dirais même un entraîneur d'une équipe 3, par exemple, dans une catégorie, un animateur. Quelqu'un capable de mettre en place une séance, d'accord, en assurant la sécurité physique et morale de ses joueurs, c'est-à-dire que les petits ne se fait pas mal, mais par contre, il n'y a aucun petit qui prend le dessus sur un autre, d'accord, de manière agressive, ou comment dirais-je, oui, qui est dans quelque chose d'éducatif, oui, dans le bien-être ensemble. Respect, voilà, dans le respect. Puis après, tu as les éducateurs. Les éducateurs, c'est celui qui veut transmettre surtout des valeurs. Voilà, des valeurs. Et moi, si tu me demandes quelles sont les valeurs qui sont importantes à tes yeux, la première pour moi, quand on est dans une activité comme le football, c'est donner le goût à l'effort. Il faut que les petits aient envie de faire des efforts. Parce qu'on ne peut pas faire du football sans faire d'efforts. Il faut qu'il y ait aussi développer chez les petits l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que tu ne peux pas courir tout seul. Donc tu vas prendre le ballon, aller gagner tout seul un match. Ça n'existe pas, ça. D'accord ? Et pour finir, la culture de la gagne. Le football, ça reste un jeu. Mais il faut le gagner, le jeu. Quand tu fais un jeu, toi, tu joues parce qu'il faut participer. Si il faut participer, personne qui joue. Tu ne vas pas jouer. Tu fais un jeu de cartes ou n'importe. Donc, quand tu participes à un jeu, il faut que cette culture de la gagne. Et c'est ce que je veux, moi, à travers ma position, inculquer à nos jeunes du sportif. Donc, alors quand tu recrutes des gars, tu sais que si tu prends une équipe, et puis, pour finir, bien sûr, tu as l'entraîneur. Et là, un entraîneur, c'est quelqu'un qui sait gagner. Quelqu'un qui sait gagner, d'accord, et qui sait remporter les titres. Et qui sait se remettre en question et partager avec son staff. De toute façon, pour gagner des matchs, gagner des titres, et il faut une remise en question permanente. Et donc, voilà, et c'est 3-4 profils d'éducateurs ou d'encadrants qu'on doit recruter, qu'on doit positionner de manière intelligente pour que le club il fonctionne. Voilà. Donc ça veut dire, quand on a le football d'animation, on a un profil, football de la préfo, on a un profil,
football de la formation, on a d'autres profils. Le football post-formation, aussi d'autres profils. Mais ils ont un point commun, ça reste quand même, on ne fait pas du hand, on ne fait pas du rugby, ça reste l'apprentissage du football. Mais avec des méthodes différentes, parce que le public a un âge différent, a une compétition différente, une épreuve différente. Aussi, voilà. Différent, donc il faut des gens capables de s'adapter à ça. Donc c'est pour ça que chez nous, tu reprends nos équipes on a des entraîneurs, de vrais entraîneurs, diplômés, qualifiés, expérimentés, qui ont gagné ailleurs. Voilà. Tu prends nos équipes de hommes. T'en es content de ton équipe mais moi, ou elle est encore améliorable? Moi je te dis, j'en suis content, j'en suis super content. Voilà. C'est parce que aujourd'hui on dit souvent, j'entends dans vos émissions, même Fouzi je crois il a dit, oui il y a Youssef Sif, mais c'est pas suffisant. Non mais Youssef Sif il n'existe pas s'il n'y a pas ses éducateurs. Voilà. Youssef Sif quand il monte en 19, s'il n'a pas son staff il monte jamais. Voilà. Youssef Sif s'il n'a pas ces joueurs là il monte jamais. Là, il faut être catégorique et il faut être sûr de ça. C'est-à-dire que si j'ai pas mon staff ou mes éducateurs que j'ai avec moi depuis des années, les joueurs, le potentiel de joueurs, la qualité de joueurs qu'on a au club, on remporte aucun des titres qu'on a remportés. Et c'est pas Youssef Sif, c'est le Sporting Club de Toulon. Et le Sporting Club de Youssef Sif aujourd'hui, s'il comme certains le pensent, est compétent, a des résultats ou brille, c'est grâce aux éducateurs, aux joueurs du club et surtout à la politique du club. Parce que si on me fait confiance et on me laisse mettre en place des choses et qu'on a des résultats, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui estiment, qui me laissent aussi travailler. On devrait communiquer un peu plus sur ce que nous faisons. Voilà. Et ça, arrête pas de le dire. Mais par contre, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun responsable, en tout cas du comité de direction qui dirige le club, qui a mis un veto ou qui a dit on ne communique pas sur ce que nous faisons. Au contraire, c'est la bonne communication, ça montre notre sérieux, notre travail, notre rigueur et ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, j'ai la coordination, comme je disais, technique de cette formation, mais en parallèle, il y a d'autres pôles. On a monté un pôle futsal avec Rachid El-Brazi. Donc Rachid El-Brazi qui est aussi un ancien joueur de l'équipe première, donc un très bon excellent gardien, et qui connaît aussi le futsal parce qu'il a géré le futsal pour Toulon Avenir à une certaine époque, qui connaît l'environnement du futsal parce que c'est vraiment un sport différent. Il a quand même un vécu avec ces championnats-là, il connaît les clubs, il connaît les structures, donc c'est quelqu'un qui est en avance par rapport aux autres éducateurs du club sur le futsal, donc ça marche bien, puisqu'il est deuxième, il joue la montée, ça se passe plutôt bien. On a un pôle féminin qui est géré par Marco Zanotti, donc Marco Zanotti on ne le présente plus, c'est quelqu'un, on connaît son parcours de joueur, on connaît son parcours d'éducateur, il a eu beaucoup de missions au club, donc il a eu des résultats. Il a été sur l'équipe réserve en début de saison. Ça n'a pas forcément marché comme il le voulait, mais ça ne remet pas en question ses qualités. Mais par contre, sur le pôle féminin, il y a un développement qui est important, puisqu'on a Bernard Adel qui gère les jeunes chez les féminines. Et aujourd'hui, on est, si je ne me trompe pas, l'un des rares clubs à avoir une équipe dans toutes les catégories. On a monté aussi un pôle gardien de but, géré par Rachid aussi. Donc là, on intervient sur des séances spécifiques en complément de ce qui s'est fait dans chaque catégorie pour préparer les gardiens. Par rapport à ce que disait Zignaro, c'est vrai ça qu'il a un truc à part, un rôle à part et qu'il se fait payer. Là, je sais plus ce que nous a dit Franck lors de l'émission, je sais pas si tu l'as. Non, aujourd'hui, le rôle de Rachid El-Brazi, il est clair. Il est responsable, donc avec Jody Viviani, sur la préparation des gardiens de but à travers une séance de spécifique. Voilà. Donc ça, c'est son travail au Sporting. Voilà, ça se passe très bien. D'accord ? Lui, de par ses compétences, ses qualifications, il peut intervenir, donner des cours, on va dire, privés, particuliers, je ne sais pas comment on peut appeler ça, donc des spécifiques, mais ça ne rentre pas dans le cadre du Sporting. Voilà. Et moi, si tu me demandes mon avis à moi, est-ce que c'est bon qu'il intervienne sur le Sporting et qu'il intervienne ailleurs dans un cadre plutôt privé ? Je dis oui, c'est bon. Pourquoi c'est bon ? Parce que moi, mon idée, c'est de récupérer les meilleurs gardiens sportifs de Toulon. Donc s'il intervient en spécifique avec des gardiens de notre club, l'idée, c'est que son travail soit reconnu. C'est dire si le meilleur entraîneur des gardiens est le Sporting, qu'est-ce que je fais ailleurs ? Je voulais juste te tendre la perche pour que tu nous parles du projet 2020-2023 parce que l'heure tourne et c'est vrai qu'on est bien. Voilà. Donc le projet, tout d'abord, il faut savoir que aujourd'hui nous sommes labellisés.
Donc on a la plus haute distinction du label, c'est ce qu'on appelle le label élite. C'est-à-dire que la Fédération française de football reconnaît le Sporting de Toulon en tant que structure de formation au niveau élite, c'est-à-dire au meilleur des niveaux. Donc la coquille, si elle est vide, il y a un problème. La coquille vide être reconnue label élite. Donc, et label élite, il faut avoir un vrai projet club. D'ailleurs, Fouzi en a parlé de projet club. Mais nous, on a un vrai projet club. Et le projet club, il n'est pas d'aujourd'hui. Le projet club, il est depuis que Claude Joy est là. Mais personne n'en a communiqué. Parce qu'on travaille, on n'est pas obligé. En tout cas, à ce moment-là, ou jusqu'à présent, personne ne pensait que c'était indispensable de communiquer sur le projet club. Même si Claude Joy a bien exposé les grandes lignes du projet Union Sacrée et les grandes lignes de la marche en avant. Je veux dire, moi, pour les gens qui sont à l'extérieur du club, les grandes lignes du projet club, elles sont dans cette démarche-là. Donc aujourd'hui, on est reconnu label élite par la fédération, et l'idée c'est de continuer à être élite. Donc là, on travaille avec le district du Var et la Ligue Méditerranée de football, qui sont, si tu veux, des accompagnants dans la démarche de projet. Et le projet club, il se caractérise par 4 projets en fait. Il y a un projet associatif, il y a le projet sportif, il y a le projet éducatif et il y a le plan de formation. Alors vous allez me dire, non, Youssef, explique-nous, qu'est-ce que c'est ? Le plan de formation, je suppose, c'est la professionnalisation des éducateurs. Exactement. Et un processus qui a commencé dès que M. Joy est arrivé. Donc pour le projet associatif, il y a déjà le pouvoir d'attraction, c'est-à-dire amener les jeunes vers toi. Donc aujourd'hui, je crois que tu as plus de 900 licenciés, et je crois que nous sommes passés ce mois-ci devant Cros-de-Cagne, qui était premier régional. Donc si tu veux, aujourd'hui, dans la région PACA, club professionnel compris, nous sommes le club de football qui a le plus grand nombre de licenciés. Alors ça me permet de faire la parenthèse, pour beaucoup de monde, enfin, qui pensent que le sportif ne devrait pas avoir autant de masse, et de faire quelque chose de plus élitiste, qualitatif. Oui. Est-ce que tu l'entends ? Je l'entends, je suis d'accord, mais pas tout de suite. Parce que c'est un projet qu'on est en train de développer, et je vais t'expliquer pour quelle raison je suis pour le football de masse. Parce qu'aujourd'hui, plus tu as de la masse, plus tu peux en tirer une élite forte. Tu peux le partager. C'est un peu mathématique. Partager ou pas. Maintenant, tu vas me dire, mais Youssef, est-ce que tu as le nombre d'éducateurs nécessaires pour encadrer 900 licenciés ? Je te dis oui. Est-ce que tu as les terrains nécessaires ? Est-ce que tu as les terrains nécessaires ? Je te dis, c'est difficile. Je te dirais, le mot, ce serait juste. Aujourd'hui, on vient de récupérer. C'est connu. Aujourd'hui, on vient de récupérer le créneau du Temple. On a 2 créneaux. John Mendy est parti, donc ça fait que nous sommes. Qui a été refait. Ouais, c'est bon, bien sûr. Donc on a 5 terrains. 5 terrains sur lesquels nos jeunes joueurs s'expriment. Donc 5 terrains. Je vais t'expliquer au niveau des encadrants. Est-ce qu'aujourd'hui, mes 50 équipes au club, puisqu'il y a 50 équipes plus la première, 51, donc je veux dire, est-ce que toutes ces équipes-là ont des entraîneurs ? Je t'expliquais tout à l'heure que les équipes 1 ont des entraîneurs, les équipes 2 ont des éducateurs, et les équipes 3 ont des animateurs. Voilà. Donc avec des profils et des compétences différentes, et des exigences différentes. Voilà. La seule chose où tout le monde doit être dans les clous, c'est la sécurité des petits et la notion de plaisir. Le petit, il doit prendre du plaisir quand il vient au Sporting, et il doit rentrer chez lui avec la banane. Voilà. Si ça, on ne l'a pas, peu importe l'objectif, un objectif compétitif, un objectif éducatif, un objectif social, peu importe, il faut qu'il rentre avec la banane. Voilà. Je suis très vigilant à ça. Donc, ça se passe plutôt bien. Et comme je te disais, plus on a de masse, plus l'élite est forte. Au terrain, on est juste, mais on arrive donc à mettre en place des séances par rapport à la catégorie, parce qu'il y a du football à 5, il y a du football à 8 et du football à 11. Parce que, figure-toi que quand on est un amateur, il y a des périodes creuses. Périodes creuses, comme le football dans les familles, représente une partie des activités de la famille. Ce n'est pas la priorité des priorités. Donc il y a la vie de famille, il y a la vie professionnelle pour certains, les plus grands, il y a la scolarité pour d'autres, d'accord ? Il y a aussi les voyages, les départs en vacances, et aussi bien sûr les blessures, les périodes de maladie, etc. Et donc par moment, tu as des absences. Si tu n'es pas une forte masse,
tu te retrouves que, à un moment, tu vas te retrouver avec même l'équipe élite, c'est-à-dire l'équipe première de la catégorie, en difficulté pour finir. Il vaut mieux que l'équipe 3 soit par moment en difficulté, c'est-à-dire ou d'avoir 3 remplaçants, d'avoir qu'un remplaçant éventuellement, mais que l'équipe 2, 1 reste forte, que se retrouver en difficulté pour l'équipe 1. Et cette masse-là nous permet d'avoir des équipes 1 très fortes, des équipes 2 fortes et des équipes 3 compétitives. Voilà. Mais un jour, on arrivera à faire que de l'élite. Mais le statut doit changer. Parce que quand tu as un statut professionnel, les meilleurs sont chez toi. Aujourd'hui, tu as le deuxième choix, sans être dénigré parce qu'il y a de la qualité. Quand tu vois un Guy Lavogui, c'est un bon petit deuxième choix. D'accord. Donc si c'est Guy Lavogui, c'est un deuxième choix, ben, je voudrais que le deuxième choix. Et donc, du coup, donc on n'a pas les meilleurs parce qu'ils partent dans les clubs pro. Donc, et on peut être en sous-effectif, et là, on ne peut plus atteindre l'objectif. On a des objectifs de monter dans les équipes. Il faut qu'on monte en 17 nationaux, il faut qu'on se maintienne en 19 nationaux, et l'équipe RL doit monter en national 3. Donc on doit avoir des équipes très compétitives. Et on ne peut pas se permettre de prendre le risque d'être en sous-effectif par période dans l'année, et se dire, ben, ce machin n'a pas gagné parce qu'on avait des malades, parce que déjà les joueurs ne sont pas sous contrat. Donc il n'y a pas d'exigence particulière s'il va partir en vacances et tu vas l'empocher. Donc, mais le jour où on retrouvera la Ligue 2, à ce moment-là, le club retrouvera la Ligue 2, avec moi ou sans moi, et le jour où le club retrouvera la Ligue 2, il pourra faire de l'élite. Voilà. Et plus d'exigence dans le recrutement. Voilà. Et on a aussi aujourd'hui une vocation sociale qu'il ne faut pas oublier. Oui. Voilà. Une vocation sociale, et les jeunes de nos quartiers doivent faire du football à Toulon. Voilà. Je vois mal un jeune de nos quartiers aller faire du football à Sifour, aller faire du football à la gare, aller faire à la Valette. On se doit de proposer du football à tous les jeunes qui sont déjà proches du stade. Parce qu'il y a aussi le moyen de transport. Donc, alors, tous les quartiers qui sont autour, que ce soit Pont-Caral, la Beaucaire, les petits, s'ils sont obligés d'aller jouer à Olioul parce que tout le monde leur ferme l'accès, on ne joue plus au rôle social. D'accord. Et j'attache beaucoup d'importance à ce rôle social. Et donc, sur ces 3 ans, bon, il y a des objectifs et tout, mais en termes de moyens, de méthodes, il y aura une évolution que tu souhaites. C'est quoi les axes à améliorer parce que... Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, là, on a parlé du terrain, mais il faut parler de l'extra-terrain. On a travaillé, on a beaucoup travaillé. Le premier travail, ça a été aussi d'accompagner nos jeunes dans la scolarité. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on est déjà club support du sport-études Pierre Puget. Il y a une convention de partenariat avec le club support, donc on met à disposition. Bon, Sadani, il avait mis en place quelque chose comme ça. Il y a du soutien scolaire aussi. Il y a du soutien scolaire. Mais aujourd'hui, le sport-études, nous sommes club support. Nous mettons à disposition des éducateurs du club. Nous mettons à disposition des moyens de transport, le terrain, et on construit notre planification avec Bruno Viossa, le directeur du sport-études, de manière à ce que nos séances soient complémentaires et que ça favorise l'apprentissage du petit et que aussi ça prévienne des blessures. Voilà. Donc là, on est dans une démarche avec le sport-études. On a un partenariat qui est assez fort avec l'université STAPS, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui viennent en tout cas de Toulon, de l'extérieur, qu'il faut scolariser pour venir chez nous. Donc avec M. Perron, qui est directeur de l'université STAPS, on a en tout cas un engagement qu'on respecte de 2 côtés, puisque les joueurs sont scolarisés dans une filière qu'ils souhaitent, ils peuvent jouer chez nous, et en contrepartie, ils font partie de l'équipe universitaire de Toulon. Et je te rappelle qu'une équipe universitaire championne de France. Avec Libra, avec combien de joueurs 50%. Leclerc, Théo Blanchet. 50%. Avec 50% du Sporting Club Toulon. 7 joueurs sur 14. Donc ça veut dire que c'est des engagements gagnant-gagnant. Et pour rebondir sur les sélections, il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment toutes les sélections, et les sélections départementales, voire régionales, nous avons 4, 5, 6 joueurs du club. On est presque en majorité à chaque fois. Donc c'est un indicateur fort qui montre qu'on a des joueurs de qualité et qu'on travaille correctement. Pour le partenariat, l'hébergement, on n'a pas la structure d'hébergement, qui à mon avis serait un bel outil. Et on le mettre depuis longtemps en place. Et là, on ne pourra pas reprocher au président Claude Joy de ne pas vouloir le mettre en place. Tout à fait. Donc là, on a développé un partenariat. Vous voulez même le faire lui-même. Avec donc Guillaume Deville, qui s'occupe beaucoup de l'administratif au club,
et Yann Bodenès, avec 2 structures qui sont sur Toulon. Une structure qui est un foyer de jeunes, qui accompagne un travailleur de la place d'Armes. Voilà, donc qui accueille des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants, des jeunes sportifs, des jeunes du hand, des jeunes du basket et des jeunes footballeurs. Et là, nous sommes en partenariat donc conventionné depuis peu, où il y a un accompagnement. Il y a des éducateurs sur place qui accompagnent les joueurs dans leur démarche sociale. Il y a des salles de cours pour faire les devoirs. Il y a des salles de restauration, des salles de réunion. Ils sont en colocation à 2 joueurs du club. Je crois qu'il y a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a 16 joueurs du club là-bas, U19, donc qui viennent de toute la France. Et là, il y a le référent, Bodenès, qui est référent, qui fait le lien sur le côté scolarité, hébergement, social et besoins du petit. Donc ça a été fait depuis des années, ce sont des partenariats qu'on développe. Toujours dans cette démarche-là, on souhaite ouvrir la structure cet été, donc ça rentre dans le projet. Donc c'est en bonne voie pour les chambres au-dessus. Donc il y a de fortes chances que sur la saison prochaine, on ait la possibilité d'héberger en tout cas les plus jeunes, peut-être les U17, si on arrive à monter en 7 régionaux pour faire monter en 17 nationaux. Ça serait pas mal. Donc si tu veux, voilà, ce travail-là, il n'y a personne qui en parle. Mais c'est un travail quotidien. C'est un travail au quotidien et des gens qui s'impliquent administrativement. Quand on parle de l'aspect administratif, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a M. André Vitiello qui s'occupe de l'administratif de tout le football senior et relations avec les institutions fédérales. On a Ludo qui s'occupe aujourd'hui du football des jeunes, football réduit, football des jeunes. On a Yann Bodenès qui s'occupe au côté administratif des éducateurs, c'est-à-dire que chaque éducateur, quand il est au club, il y a un protocole. Il faut qu'il n'ait pas de casier, il faut qu'il ait un diplôme, d'accord, et il faut quand même qu'il ait dans sa structure à lui personnelle un certain équilibre. On ne peut pas prendre un éducateur qui vient avec aucune structure, aucune rigueur, aucune qualification, aucune expérience. Voilà, donc cet aspect-là, plus du côté scolarité et hébergement. La Guillaume Deville, un administratif qui s'occupe de l'ensemble du club au niveau administratif. Moi, je dis déjà, 4 personnes. Et ce sont des gens qui sont là tout le temps, au-delà de leur mission première, certains à l'extérieur, mais qui sont quasiment tous les jours au club. Voilà. La coquille, elle n'est pas si vite que ça. Tu vois, il y a des gens qui bossent. Voilà, donc pour revenir à ce projet 2020-2023, on est en train de travailler dessus. Donc, il y a le projet associatif, comme on a dit. Le projet associatif, c'est être capable d'attirer les jeunes chez toi. Donc ça passe par Sporting Café, Clubhouse. Ça passe par Sporting Fitness, c'est la salle de muscu. Ça passe par Sporting Kiné, de manière aussi de soigner les jeunes. Ça passe par les installations terrain et la visibilité. Je ne sais pas si vous avez vu, les structures commencent à être habillées de belle manière, je trouve. Ça donne un certain sérieux, un certain professionnalisme à ceux qui ne sont pas encore chez nous. Et après, quand ils sont chez nous, on parle de l'accueil. Et là, l'accueil, c'est la compétence. Donc, déjà, accueil dans un cadre sécurisé, mais aussi des gens capables d'encadrer les jeunes et de les faire progresser. On parle aussi de fidélisation. Fidélisation, c'est aussi impliquer nos jeunes dans la vie du club. Que ce soit dans les stages, que ce soit dans l'arbitrage des plus petits, que ce soit même aller supporter les autres équipes, que ce soit à travers un conseil de jeunes pour prendre des décisions dans leur intérêt. Voilà, ça c'est le côté associatif, fidéliser les jeunes. Et tu as le côté sportif. Et le sportif, comme je te disais, c'est la formation, ça passe par la formation des éducateurs. On accompagnait moi le premier, j'ai passé mon BEF au Sporting. J'ai passé à l'époque mon brevet d'État au Sporting, etc. Et quand je suis revenu, j'ai validé mon BEF. On a accompagné des éducateurs, moi souvent en tant que tuteur, pour qu'ils aient le BMF et le BEF. Donc ce sont des diplômes qui te permettent d'entraîner à un niveau régional, voire national chez les jeunes. Et même accompagné, puisque Luigi a validé le DES, j'ai accompagné sur son rapport d'activité, et qui a validé son DES. On a organisé aussi des stages d'initiateurs, donc CFF1, CFF2, ce sont des diplômes, des formations qui permettent d'encadrer des jeunes et des adultes, donc pour certains. Et
Et puis on a envoyé il y a peu de temps des animateurs sur des modules U6, U7, c'est-à-dire c'est pour le football des tout petits, parce que les tout petits c'est particulier. Il faut les amener au football, d'accord, d'une manière ludique. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire la transition entre un jeu tout court et un jeu football. Et là, ça demande certaines compétences, des formations. C'est ludique et pédagogique. Voilà. En fait. Et là, aujourd'hui, nous avons à peu près une cinquantaine d'éducateurs. 50 indicateurs, je dirais, avec commission de binôme, je dirais plus une centaine au club. Et nous en avons à peu près une vingtaine qui ne sont pas encore qualifiés. C'est-à-dire qu'ils sont formés, mais pas qualifiés. Ils ont les connaissances, mais maintenant il faut le diplôme. Et là, on est en train d'être sur une phase de préparation de cette certification qui aura lieu chez nous, dans peu de temps, où ces entraîneurs, futurs entraîneurs, n'ont pas encore le diplôme, et il faut les préparer. Donc il y a un positionnement, il y a des évaluations sur le terrain, donc là c'est mon rôle d'aller voir un peu comment ils encadrent, de les conseiller, de les corriger, de les aider pour préparer donc, des cycles de travail avec les jeunes. Donc si tu veux, c'est beaucoup plus complexe que l'on pense. On oublie trop souvent que le sporting, une fois qu'on a dit que Ginola, Nana a été formé, oui, enfin, on cite quelques normes, mais c'est sur 20 ans peut-être. Donc le sporting, ça n'a jamais été un club très formateur, ça il faut quand même le dire. Et à l'époque, par exemple, la dernière année de nationale, époque Benzilingo, on avait la réserve en PHB. Donc le bilan aussi, il faut ça c'est bien quand même de le faire, de remettre un peu l'église au sein du village, parce qu'on dit toujours avant c'était mieux avant. Oui. Moi je considère, je le dirais pas comme ça. On a aujourd'hui qu'on a fait un grand pas en avant. Aujourd'hui on doit faire un autre pour aller atteindre le niveau professionnel. Il est autant important, d'accord ? Il est peut-être en termes d'exigence différents, mais pour moi, d'autres diront le contraire, le plus dur a été fait. C'est de poser la structure. Maintenant, il faut la développer. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, passer du club de Beau-Rencontre, parce que quand, faut dire la vérité, hein, quand le président Joy a pris le club, c'était devenu le club de Beau-Rencontre. Parce qu'à côté, tu avais le LAS, qui était presque plus performant que toi à cette époque-là. Tu avais les catégories à côté, les catégories du club où tu avais des fois une équipe par catégorie. Voilà. Donc aujourd'hui, M. Joy il a pris un club de Beau-Rencontre, il en a fait quand même le club du Var. Parce qu'aujourd'hui on est numéro 1 Var, et pour moi on est numéro 4 région. C'est-à-dire que tu m'enlèves l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco et l'OGC Nice, le 4e club de la région PACA, c'est Sporting de Toulon.